Vous écoutez Ose être toi avec Amanda, le podcast qui vous accompagne sur le chemin de l'authenticité et des relations qui font du bien. Ici, on parle de tout ce qui peut vous permettre de vous sentir plus libre et pleinement vivant. Dans chaque épisode, je vous propose des pistes de réflexion et des clés concrètes avec douceur, audace et humour pour vous décomplexer et vous déculpabiliser. Parce qu'être soi, c'est un sacré voyage. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin et à qui ça pourrait faire du bien, à le liker et à laisser un commentaire, parce que c'est grâce à vous s'il continue d'exister, de grandir et d'inspirer d'autres personnes. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode qui sera la suite du précédent sur le sujet de notre sentiment d'impuissance. Et déjà, je crois que le premier vous a beaucoup plu, j'ai eu des retours en ce sens et j'étais vraiment ravie. Visiblement, l'histoire de l'éléphant et du pieu invisible vous a beaucoup touché et j'étais vraiment très heureuse de voir que ça avait pu libérer certaines et certains d'entre vous de choses qui étaient installées depuis longtemps. Donc, merci pour ces retours précieux. Et en même temps, je dois vous avouer que ça m'a mis un peu la pression parce que comme beaucoup d'entre vous m'ont dit j'ai hâte d'écouter la suite, je me suis dit mince, il faut que la suite soit à la hauteur du premier épisode, donc on va essayer de faire quelque chose de sympa. Et avant de commencer, j'ai une information à vous transmettre en avant-première parce que je vais lancer un programme sur 3 mois qui s'appellera « Oser dire non ». C'est un programme pour apprendre à poser ses limites, à s'affirmer et oser être soi. Ce sera exclusivement en ligne, donc à faire depuis chez vous, avec des séances individuelles de coaching avec moi, des masterclass sous forme d'ateliers avec du contenu théorique, des séances de groupe, donc en collectif, un groupe WhatsApp pour échanger et se soutenir pendant ces 3 mois, et puis des fiches PDF avec des exercices. Ce sera vraiment quelque chose de très fourni. Donc je reviens vers vous dès que j'aurai ouvert ce programme. Revenons à notre éléphant. Alors, comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'avais envie d'aborder les manières que l'on a de ne pas sentir notre impuissance. D'abord, pour se décomplexer, sachez qu'on utilise toutes et tous des mécanismes de défense pour se protéger, heureusement. Et ça va s'exprimer de manière différente chez chacun. Alors évidemment, on retrouve des catégories, on retrouve des styles. Je dirais, pour prendre une image, que c'est comme nos manières de s'habiller, notre style vestimentaire. On va pas se balader tout nu dans la rue. Donc de la même manière, on va pas se balader à nu dans la vie. Et on va donc se créer un habillage, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais on va s'habiller d'une certaine manière, on va se parer d'une certaine manière, et donc ça va être notre style défensif. Donc toutes et tous, vous avez un style défensif, et bien heureusement parce que c'est ce qui vous a permis de survivre. Et sans faire le catalogue de la haute couture des mécanismes de défense, simplement ce que je peux vous dire, c'est que en fait, il s'agit toujours d'une forme de contrôle. Et pour vous simplifier les choses, je vais vous le dire comme ça. On peut dire qu'on peut diviser le contrôle en 2 catégories. Il y a le contrôle qu'on va exercer sur soi, donc le contrôle intérieur, et il y a le contrôle qu'on va essayer d'exercer sur les autres ou sur le monde, et donc c'est tourné vers l'extérieur. Ça ne veut pas dire que ce soit l'un ou l'autre, on peut utiliser les 2, mais pas au même moment. Donc après, c'est à vous de voir à quel moment vous exercez un contrôle sur vous et à quel moment vous essayez d'exercer un contrôle sur votre environnement extérieur. Et la petite subtilité, c'est que en général, c'est bidirectionnel, c'est-à-dire que c'est les 2 en même temps. Quand j'exerce un contrôle sur moi, j'exerce de fait un contrôle sur l'autre et sur l'extérieur, mais on va essayer de simplifier ici. Quoi qu'il en soit, que ce soit le contrôle intérieur ou le contrôle extérieur, c'est toujours pour ne pas ressentir quelque chose de douloureux ou de désagréable
Et c'est pour ne pas ressentir, ce qui nous intéresse ici, notre impuissance. Donc, on va développer des moyens de contrôler. C'est une forme de toute puissance. En fait, ce qu'il est important de voir, c'est que très généralement, on va contrebalancer l'impuissance avec des moyens illusoires de toute puissance. Le contrôle intérieur, c'est donc un moyen de ne pas ressentir mon émotion. Et je vais vous donner des exemples très concrets. Ça peut par exemple être une colère exacerbée. Donc ça va devenir un style émotionnel et l'émotion prédominante chez toi, à ce moment-là, ça va devenir la colère. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, un imprévu, quelque chose qui ne te convient pas, pouf, colère. Et ça vient masquer ce qu'il y a en dessous, pour pas sentir son impuissance, pour pas sentir sa tristesse. Alors je vais me mettre en colère. Donc ça c'est pour la colère, mais il peut y avoir aussi la culpabilité. Pour ne pas sentir mon impuissance, et je vous ai fait un épisode entier là-dessus, donc je vous invite à aller réécouter l'épisode sur la culpabilité. Pour ne pas sentir mon impuissance, je vais me faire croire que c'est de ma faute. Parce que si c'est de ma faute, j'y peux quelque chose. Et donc, si j'y peux quelque chose, ça veut dire que ça dépend de moi et que je vais pouvoir mettre des choses en place et que la situation va changer. Donc, je m'offre la possibilité d'une issue différente. Et je vais culpabiliser pour me faire croire que je ne suis pas impuissante. Il peut y avoir le déni. Alors le déni, c'est quand j'ai pas du tout envie de ressentir, de voir ce que ça me fait, et je me fais croire que la situation n'existe pas. Donc vous voyez, ça peut être vraiment dans des styles très différents. Ça peut être la fuite. Je n'ai pas envie de me confronter. Alors la fuite ou l'évitement, j'ai pas envie de me confronter. Donc je vais partir, je vais couper la communication, je vais couper la relation pour pas sentir l'inconfort dans lequel ça me met. Et pour pas sentir que en fait ça me met en insécurité. Et donc je fuis en permanence, sauf que ça disparaît pas, c'est en tâche de fond, ça prend une énergie considérable et on s'en aperçoit même plus. Et ça, c'est important, c'est tous les mécanismes de défense que vous utilisez, vous ne vous en rendez plus compte, mais ça prend une énergie incroyable quand on veut pas sentir et qu'on veut pas voir, même si c'est inconscient, encore une fois. Et surtout, c'est de l'énergie qu'on ne peut pas employer pour faire autre chose et pour faire des choses qui nous feraient du bien. Maintenant, je voudrais vous donner quelques exemples du contrôle qu'on exerce à l'extérieur de soi. Alors déjà, il peut y avoir de l'hyperactivité, du perfectionnisme. Par exemple, vous êtes à un travail et c'est très important pour vous d'avoir un rendu parfait. Vous faites plus d'heures, vous comptez plus vos heures pour rendre le travail que vous avez à faire mieux que ce qu'il en faudrait. Toutes ces choses-là, c'est une forme de contrôle que vous essayez d'exercer sur les choses. Et aussi, ça comprend le contrôle qu'on essaye d'exercer sur la manière dont on va nous voir, toutes les choses qu'on fait pour plaire aux autres et pour éviter de déplaire, ou pour éviter le conflit quand on va faire des choses qui sont pas en accord avec nous ou avec nos valeurs profondes, pour éviter un désaccord, pour éviter un conflit. Et il y a aussi tous les comportements contrôlants qu'on va mettre en place pour influer ou modifier le comportement des autres et en particulier de notre entourage. Et ça peut évidemment prendre une multitude de formes, mais c'est toujours dans le but d'apaiser une insécurité à l'intérieur de nous. Donc par exemple, je vais me mettre à exiger que telle personne fasse ça parce que sinon ça m'angoisse. Et donc, en fait, vous accordez le pouvoir à votre angoisse. Et votre angoisse, elle est gourmande, donc plus vous lui accordez d'importance et d'attention, et plus elle grandit, et l'autre va se retrouver à devoir faire de plus en plus de choses pour contenter votre angoisse. Ça peut aussi prendre des allures assez nobles, et par exemple, les comportements qui appartiennent au syndrome du sauveur ou de la sauveuse, quand on essaye de sauver l'autre, pour calmer nos insécurités, pour que l'autre personne change. Ça peut aussi, pour vous donner un exemple très concret,
Ça peut paraître comme partant d'une très bonne intention. Par exemple, quand quelqu'un vous dit « Tiens, prends ton manteau, tu vas avoir froid » et que vous dites « Non, non, merci » ou quand la personne vous dit « Tiens, mange ça » et vous dites « Non, non, merci, j'ai pas faim » et que la personne insiste et vous remplit quand même votre assiette ou vous remet quand même l'objet dans la main. Donc ça, c'est du contrôle parce que, a priori, si ça n'en était pas, à partir du moment où vous dites non, il n'y a pas besoin d'insister, il n'y a pas besoin de faire quand même. Et c'est pas pour vous que la personne le fait, c'est pour elle-même. Mais sauf que ça paraît être une bonne intention. Et évidemment, cet exemple-là, il est anodin. Sauf que quand c'est de manière répétée et à long terme, ça devient très très désagréable et ça peut être difficile à repérer, encore une fois, parce que c'est sous couvert de bonnes intentions. Et pour aller plus loin, je dirais que quand vos limites ne sont pas respectées, il y a en face un système contrôlant ou un comportement contrôlant. Et vous, quand vous ne respectez pas les limites des autres, c'est que vous êtes dans le contrôle. Et je ne pose pas de jugement là-dessus, c'est simplement de vous permettre d'identifier ces comportements-là. Il y a quelque chose de fondamental suite à ce que je viens de vous dire, c'est que quand vous vous laissez contrôler par quelque chose ou par quelqu'un, ça va induire un grand sentiment d'impuissance. Et c'est légitime, d'accord ? Sauf que ça ne s'arrête pas là. Pour reprendre de l'espace, un sentiment de liberté, un sentiment de puissance, qui sont légitimes et nécessaires, vous allez mettre en place des comportements de contrôle. Et donc des mécanismes de défense, et en fait, ça fait un cercle vicieux. Je vais vous le formuler autrement. Avec une personne ou une situation, vous ne posez pas vos limites au bon endroit. Vous vous laissez envahir, vous vous laissez contrôler, vous vous épuisez, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et au lieu de mettre un terme à cette situation qui est toxique, de continuer à dire oui alors que vous avez envie de dire non, en fait, il y a un moment où votre seuil de tolérance est atteint. Donc tout ce qui va arriver par la suite ou de la part d'une autre personne ou d'une autre situation, ça va devenir intolérable. Il y a ce qu'on appelle un transfert de responsabilité. Vous remettez la responsabilité ailleurs que là où elle devrait être. Je vais vous donner un exemple très concret. Si à votre travail, vous vivez une situation difficile avec un supérieur hiérarchique qui vous en demande toujours plus et qui est dans un management toxique, et puis ça fait longtemps que ça dure et vous y restez, vous vous épuisez, et puis vous rentrez chez vous, et là, il y a votre partenaire de vie et vos enfants qui vous sollicitent parce que évidemment ça fait partie de la vie et que c'est légitime que ces personnes-là vous sollicitent, et vous vous mettez à exploser parce que c'est plus possible, c'est plus tolérable. Et en fait, vous leur remettez la responsabilité de votre épuisement, comme si ça venait d'eux, parce que le réel problème n'est pas traité. Donc vous allez rentrer dans des mécanismes défensifs, dans la fuite, dans la colère, dans la culpabilité, tous ces mécanismes de défense, parce que tant que vous ne traitez pas le vrai problème, ça déséquilibre tout le reste. Et c'est ça le cercle vicieux. Le problème, c'est pas les sollicitations de vos enfants ou de votre partenaire. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de disponibilité psychique et émotionnelle pour ces sollicitations. Et ça abîme vraiment les relations. Et ça peut être dans l'autre sens. Si vous avez un partenaire de vie qui vous sollicite énormément pour apaiser ses angoisses, qui est dans des comportements de contrôle et que vous acceptez d'être contrôlé pour apaiser ça, pour apaiser les insécurités de l'autre, vous n'allez plus forcément avoir de disponibilité pour vous, pour réaliser vos projets professionnels, pour faire tout un tas de choses qui vous plaisent à vous. Donc la question à vous poser, elle va dans les deux sens. C'est où est-ce que j'exerce du contrôle dans ma vie et par quoi ou par qui je me laisse contrôler. Je remets ma responsabilité à quelqu'un d'autre, j'accorde un trop grand pouvoir à quelqu'un d'autre, que ce soit mes parents, la personne avec qui je suis, mes enfants aussi, parce qu'on peut être contrôlé par ses enfants. C'est assez déroutant de se rendre compte de ça.
Ça peut être des amis, ça peut être un thérapeute, ça peut être tout un tas de choses, des professeurs. Donc c'est vraiment se poser la question dans les deux sens. À qui je remets ou je laisse ce contrôle-là sur moi et où est-ce que moi j'exerce du contrôle, que ce soit sur moi ou sur l'extérieur, mais au mauvais endroit. Et là, on voit déjà apparaître que le cadeau, quand on accepte de sentir notre sentiment d'impuissance, c'est la liberté. Parce que alors, je capte ce qui se passe, j'arrête d'utiliser des mécanismes qui sont dysfonctionnels ou qui sont nocifs pour moi et je récupère ma liberté. Donc accepter que ce soit douloureux et désagréable, c'est en même temps s'offrir le luxe de la liberté. Ça, c'est vraiment fondamental à voir. Si je reprends l'histoire de mon éléphant avec son pieu invisible, en fait, l'éléphant adulte, pour qu'il puisse s'échapper, ça nécessiterait qu'il voit que depuis je ne sais pas combien d'années, il vit attaché à un petit pieu et à une petite chaîne. Et ça peut être immensément douloureux parce que, en fait, c'est très violent de lever le voile. Quand vous vous rendez compte que vous avez payé très cher quelque chose qui était gratuit, ça fait vraiment très mal. Et en même temps, tant que vous portez des œillères et que vous ne voulez pas regarder, vous ne voulez pas voir et pas sentir ce que ça vous fait, vous restez attaché, vous restez prisonnière ou prisonnier. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est s'offrir le luxe de la liberté, et ça fait mal, c'est très douloureux. Et pour ça, ça nécessite de voir où est-ce que je suis contrôlée et que j'ai laissé faire, en fait. C'est parce qu'il peut y avoir, à ce moment-là, il y a comme un effondrement à l'intérieur de soi. C'est la tombée des certitudes, de ce que je tenais pour vrai, mes croyances, mes points de repère, tout ce en quoi je croyais que j'avais établi comme des vérités sur moi, sur les autres et sur le monde, tout ça s'effondre. Et j'ai envie de vous partager quelque chose de vraiment très personnel. Il y a quelques années, j'ai vécu quelque chose d'immensément douloureux. Et mon monde s'est écroulé. Et mes certitudes, surtout sur le monde, se sont écroulées. Et j'ai eu des crises d'angoisse très importantes. Et je comprenais plus rien, je voyais plus ce qui était vrai, ce qui n'était pas, ce qui était tangible ou pas, je savais plus à quoi m'accrocher. Vraiment, c'était très perturbant. Et je découvrais que ce à quoi j'avais cru, en fait, c'était une construction du monde, c'était ma vision du monde, mais que c'était à côté de la plaque. Et j'avais pas encore construit mon nouveau paradigme, mes nouveaux repères, ma nouvelle vision du monde, beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré pour moi. Et à ce moment-là, ma thérapeute m'a donné un mantra que j'ai fait tourner à l'intérieur de moi pendant très longtemps. Et en fait, au fil des semaines, je voyais ça sous un angle différent. Je décalais encore un peu mon point de vue. Et au début, c'était vraiment très douloureux de me répéter cette phrase. Et puis, en fait, il y a quelque chose qui est devenu très apaisant. Et cette phrase, je vais vous la donner là parce que vraiment, elle est en lien avec notre sentiment d'impuissance. Ce mantra, c'est « S'il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est pas sûr ». Alors, peut-être que ça vous paraît très simple dit comme ça, mais essayez de vous répéter ça à haute voix et à vous-même quand vous traversez un sentiment d'impuissance. Parce qu'en fait, c'est pareil, c'est du contrôle. On va avoir envie, notre esprit va avoir envie de donner un caractère définitif et certain aux choses. On va avoir besoin de réponses immédiates et sûres, là où la plupart des choses, en fait, nous plongent dans l'incertitude et ça n'est pas définitif, c'est transitoire et l'issue va être très différente que ce qu'on avait envisagé. Mais encore faut-il laisser la place au fait que l'on ne sache pas, parce que si vous êtes persuadé de savoir ou si vous exercez un contrôle parce que vous avez ce besoin de savoir, en fait, vous allez provoquer les choses parce qu'au moins, comme ça, j'en suis sûre. Par exemple, j'ai peur de ne pas réussir quelque chose
Et inconsciemment, je vais me saboter ou je ne vais pas le faire parce que d'abord, au moins, c'est moi qui l'ai fait, donc ça a quelque chose de très rassurant narcissiquement. Si j'y suis pas arrivée, c'est parce que je l'ai pas fait ou voilà, mon ego est sauf. Et puis, au moins, c'est sûr, il n'y a plus de questions à se poser, il n'y a plus de doute, c'est plié, voilà, c'est fait. Donc je me pose plus la question, c'est raté. Et ça, c'est dramatique. Et on va répéter ça souvent, alors que ce soit dans une relation, on a peur que ça se termine, donc on va faire en sorte que ça se termine, comme ça c'est sûr. Ça peut être dans un travail, je sais pas, je dois signer une vente et je vais tout faire pour que ça se fasse pas, comme ça je prends pas le risque de réussir. Et ça, le meilleur moyen de ne pas répéter ça, c'est d'accepter l'incertitude. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas, disait Socrate. Et je dirais, pour aller plus loin, que, en plus, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et quand on est dans cette posture de ne pas savoir, alors ça ouvre énormément de choses parce que ça veut dire qu'on ouvre le champ des possibles. Il y a des choses qu'on n'avait pas envisagées qui vont pouvoir se présenter. Et puis aussi, dans la relation, par exemple, on n'enferme pas l'autre dans quelque chose, on arrive avec une forme de curiosité. En fait, très souvent, on est tenté de se dire, surtout si on connaît très bien l'autre, je sais comment l'autre va réagir. Et ça, c'est dramatique parce que ça laisse peu d'espace à l'autre. Ça réduit le champ des possibles. Et d'arriver plutôt en disant, ok, bon, a priori, moi je préjuge que la personne va réagir comme ça. Et si je me disais que je ne sais pas et que je peux être surprise, qu'est-ce qui se passerait ? Peut-être que la personne ne va pas me rejeter. Peut-être que je vais être accueillie avec ce que j'ai à amener, ce que j'ai à dire. Et ça place aussi dans une posture d'écoute différente parce qu'on va être dans la curiosité, dans la découverte, dans l'écoute, et pas dans « je sais déjà ». Quand vous dites d'une situation « je sais déjà comment ça va se passer », généralement, la situation confirme votre phrase. Mais bien souvent, c'est pas parce que vous aviez raison, ça c'est votre ego, c'est parce que inconsciemment, vous vous organisez de telle sorte que ça arrive. Vous posez les conditions pour que ça arrive. Donc si je suis fermée, si je suis électrique et que je dis mais je sais que de toute façon ça va pas bien se passer, c'est sûr que ça risque de pas bien se passer parce que moi je suis déjà dans un état qui va favoriser, qui va même provoquer le fait que ça se passe pas bien. Et ça encore une fois, c'est refuser le sentiment d'impuissance. Parce que on se sent très impuissant quand on dit je ne sais pas comment ça va se passer, j'accepte que tout puisse arriver. En fait, c'est ça l'impuissance. C'est j'accepte que tout puisse se passer. Et j'accepte l'insécurité dans laquelle ça me met. Je lâche le contrôle. Je lâche la sécurité illusoire de croire que je sais. Je lâche mes mécanismes de défense qui rendent le monde et les autres prévisibles. J'accepte la spontanéité, j'accepte l'élan, j'accepte l'imprévu. J'accepte ce que j'avais pas envisagé, ce que j'avais même pas imaginé, ce que j'avais pas cru possible. Je laisse les choses se faire. Et en disant ça, c'est pas forcément des belles choses qui vont arriver. Parfois, il va y avoir des choses très douloureuses qui vont se présenter si je laisse faire. Il y a des moments où quand je lâche le contrôle, alors, ça va faire mal. Si j'arrête de fuir ou si j'arrête d'être dans l'hyperactivité pour éviter en permanence ce que je ressens, forcément, si je lâche prise et que je me pose, je m'arrête, je me retourne vers moi ou vers la situation que je suis en permanence en train de fuir, ça risque d'être douloureux de regarder enfin, de ressentir enfin. Et en même temps, c'est votre libération. Vous envoyez valser le pieu et la chaînette et c'est l'éléphant qui s'en va gambader dans les champs. Je tiens un truc là, si jamais il y a un illustrateur ou une illustratrice qui serait intéressé pour écrire l'histoire de l'éléphant avec moi, je pense qu'on tient quelque chose.
Alors, plus sérieusement, maintenant, je vais essayer de vous donner des astuces pour pouvoir ressentir votre sentiment d'impuissance et vous apaiser et vous libérer. La première des choses, c'est d'apprendre à différer, à laisser passer un temps quand il y a une émotion qui se présente, quand il y a une situation qui se présente et que vous avez envie, il y a une impulsion en vous, vous avez envie de réagir, il y a quelque chose qui gratte, c'est d'apprendre à rester avec cette crispation, avec cette frustration, avec ce qui gratte. Et l'idée ici, c'est que vous puissiez retrouver de l'espace, de la respiration, que vous n'ayez plus à vous soumettre à vos émotions, à une situation ou à quelqu'un d'autre, que vous retrouviez votre liberté et que vous ayez la possibilité de choisir votre posture. Et ça peut passer par apprendre à différer, c'est-à-dire c'est de laisser passer un temps de plus en plus long. Donc par exemple, vous recevez un message avant de répondre ou de réagir plutôt immédiatement. Vous posez votre téléphone, vous allez faire autre chose pendant quelques minutes. Alors je vous conseille au moins 20 minutes. Et puis, quand vous êtes redescendu, vous revenez et vous répondez. En fait, très souvent, vous n'avez plus du tout envie de dire la même chose, vous n'avez plus envie de réagir de la même manière. Parce que vous êtes passé de la réaction à la réponse. Ça, c'est vraiment une astuce fabuleuse d'apprendre à différer. C'est pas toujours possible, parfois ça nous dépasse, parfois ça nous active tellement, ça déclenche un truc et il y a quelque chose de très impulsif. Mais en fait, plus on s'entraîne à ça et plus ça devient accessible et plus ça devient facile. C'est un entraînement. Rappelez-vous, c'est en expérimentant, c'est en s'entraînant qu'on apprend. Ensuite, le gros du travail, ça va être de revenir dans votre corps. Ça, c'est vraiment important, de revenir dans les sensations. Rappelez-vous, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je ressens? Ça doit devenir une question clé pour vous. Qu'est-ce que ça me fait? Où est-ce que ça se situe dans mon corps? Et ça va avec le point numéro 3 qui est de nommer les choses. Une fois que vous sentez, dites à voix haute ce que ça vous fait. Donc par exemple, là je me sens impuissante, j'ai peur, j'ai envie de m'enfuir, j'ai envie de partir, j'ai envie de tout claquer, j'ai plus envie de parler. Voilà, de dire à voix haute ce qui vous traverse le plus simplement possible, parce que dire de manière authentique ce qu'il se passe, sans jugement, sans analyse, c'est déjà reprendre du pouvoir. C'est déjà reprendre une prise sur les choses, mais sans être dans le contrôle. Donc ça nécessite de repasser par le corps. Et le corps, c'est vraiment l'ancrage, c'est la porte de sortie de la panique. Quand je me mets à paniquer, je peux commencer à dire « Ok, ça me fait mal au ventre, j'ai un nœud dans le ventre, ou j'ai l'impression d'avoir une pression sur le plexus solaire, j'ai les mains qui chauffent, ou tout d'un coup j'ai très froid, j'ai la gorge qui se serre », de pouvoir nommer tout ça. Une autre chose très importante que je recommande aussi quand on se sent très impuissante ou impuissant, c'est d'aller faire des activités qui nous redonnent un sentiment de puissance, mais de manière saine, de manière adaptée. Donc ça va par exemple être de faire un cours de boxe, de vous mettre à la course à pied, de vous mettre dans une forme de compétition ou en tout cas de vous challenger vous-même pour voir que vous êtes capable pour vous voir progresser. Et alors quand je parle de compétition, c'est essayer de ne pas être en compétition avec d'autres et encore moins avec des gens qui ont un niveau bien supérieur à vous, mais d'être en compétition avec vous, c'est-à-dire d'essayer de faire mieux qu'il y a une semaine, qu'il y a 3 mois, qu'il y a 6 mois. C'est de voir votre degré d'évolution et de progression. Et ça, c'est vraiment très utile pour retrouver de l'espace, de la respiration, un sentiment de liberté et de puissance. Évidemment, une des autres astuces, c'est d'oser demander du soutien et de parler de votre impuissance et de ce que vous ressentez avec quelqu'un avec qui vous pouvez partager, parce que ça, c'est vraiment vous réconcilier avec votre humanité. Rappelez-vous ce que je vous disais dans le précédent épisode. En fait, c'est notre condition humaine, c'est ce qu'il y a de plus humain à l'intérieur de nous. Nous ne contrôlons pas la vie, et c'est ça qui est magnifique. Quand on aime, on est impuissante et impuissant. On ne peut pas contrôler les choses.
Et en plus, plus vous allez aimer et avoir de l'amour pour quelqu'un, pour les choses, et plus vous allez vous sentir impuissante et impuissant. Et tant que vous n'apprenez pas à rester tranquille dans cette insécurité de « je ne sais pas ce qui va se passer, tout peut se passer », et j'apprends à me sécuriser là-dedans, alors vous allez restreindre ce que vous ressentez pour l'autre et pour la vie. Ce qui peut vraiment aider dans ces moments-là, face aux difficultés, c'est de sentir qu'on n'est pas tout seul, qu'on est entouré, on peut être aimé, entendu, accueilli, qu'il y a du partage, qu'il y a du lien humain, de la chaleur humaine. Tout ce que les IA ne nous apporteront jamais, c'est à honorer, c'est à préserver, c'est vraiment à chérir ça. Ce sont des ressources pour pouvoir se sécuriser et affronter les tempêtes lorsqu'elles sont là. Dans une chanson que j'aime beaucoup, il y a ces paroles qui disent « On peut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard ». Je vais faire juste une parenthèse ici parce que ça nécessiterait beaucoup de temps pour en parler de manière juste. Mais il est vraiment important, je crois, de remettre du sens dans votre existence. Alors, ça peut passer par la spiritualité, mais ça peut aussi passer par la philosophie, ça peut passer par l'amour. Voilà, je sais pas ce qui vous parle, ce qui vous appartient. Je prendrai le temps vraiment de vous faire un épisode à ce sujet-là parce que ça, c'est une vraie clé. Quand il y a du sens, on peut accepter de traverser les épreuves. Quand il n'y en a pas, ça devient encore plus difficile. Allez chercher des outils qui mettent du baume au cœur. Et enfin, il y a un dernier point, c'est que il est important d'apprendre à ralentir pour savourer, pour se délecter, de mettre de la simplicité, de remettre de la légèreté, de remettre de la joie, de l'amusement. En fait, c'est comme des bulles d'oxygène dont vous avez besoin pour pouvoir tolérer toutes les fois où on est dans le dur, où c'est douloureux, où on est dans notre sentiment d'impuissance, où il y a des aléas, il nous arrive des trucs pas chouettes, des choses qu'on n'a pas envie, nos incertitudes, nos insécurités, et aussi tout le chemin que vous êtes en train de faire. C'est important de remettre de la joie et de la légèreté pour adoucir tout ça. Pour terminer, j'avais envie de vous partager que, en fait, souvent aussi, on se sent impuissant et impuissante parce que la plupart des choses dans la vie, elles mettent du temps, elles prennent du temps. On ne peut pas accélérer les processus. Pour naître, en fait, il y a 9 mois de gestation quand tout se passe bien. On a besoin de 9 mois de gestation et tout ça mène à la naissance. Dans la nature, quand vous voyez les plantes qui poussent, on ne peut pas tirer dessus pour que ça pousse plus vite. Le temps de la matière, en fait, il y a une temporalité à respecter et à accepter. Et tant que vous luttez contre des choses qui ne vous appartiennent pas, ça va vous décevoir et ça va créer de la frustration et de la crispation. Et à l'heure de l'immédiateté dans nos vies, où tout va très très vite, où on a oublié que les choses les plus importantes prennent du temps, il y a une phrase que j'aime beaucoup. C'est « il faut beaucoup de temps pour que ça aille très vite ». Alors laissez-vous le temps d'intégrer et de vivre. J'espère par ces 2 épisodes vous avoir montré que l'impuissance n'est pas une faiblesse, c'est une invitation, une porte vers la liberté intérieure, vers une autre manière de vivre. Accepter de ne pas tout contrôler, ce n'est pas renoncer à notre puissance. C'est justement la retrouver autrement. Et pour conclure, je voudrais vous laisser avec une phrase inspirée de la philosophie stoïcienne que j'aime beaucoup, et c'est une phrase qui a été reprise par de nombreux auteurs tels que Saint-Augustin ou Tolstoï. Et celle que j'ai choisie aujourd'hui, elle n'a pas d'auteur particulier et elle dit « Le secret du bonheur, ce n'est pas obtenir ce que l'on veut, c'est apprécier et désirer ce que l'on a. » Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite beaucoup de douceur et je vous dis à très vite.